Ok. Ça, c'est lancé. Et on va commencer. Je suis désolé pour Aurore du coup. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. J'ai relancé. Garrick, t'es en train de parler avec elle ou pas du tout? Oui, je suis en train de parler avec elle. Ok, d'accord. Et oui, j'enregistre, c'est pour ça que j'ai lancé OBS. Regardez, waouh, c'est beau. Elle m'a dit qu'elle regardera la vidéo, de Ouais. pas perdre de temps avec elle, mais c'est bizarre parce que elle voit bien le truc de en direct pour rejoindre le stream, mais quand elle clique, ça lui fait rien. Ok, est-ce que elle est sur navigateur ou est-ce qu'elle a téléchargé Discord? Bonne question. Parce que, alors du coup, Aurore, ou alias Chaplin, elle est encore là ou pas? Je sais pas si elle est sur le salon. Elle est peut-être pas. Ah non, t'es là, t'es là. Du coup, si tu peux télécharger Discord au lieu de. Enfin, si tu as. Là, si tu exécutes Discord sur ton navigateur, vaut mieux le télécharger, peut-être que ça réglera tes problèmes. Et non, je n'ai pas mis un nombre max de personnes. Normalement, ça devrait bien se dérouler. Ah, bah c'était peut-être ça le problème du coup avec Aurore. Ok, du coup, on va commencer, on va pas plus attendre. Aurore, du coup, tu nous rejoindras un peu plus tard. Tu peux écouter un petit peu. Ça devrait pas être. On va aller doucement, donc ça devrait pas être trop dur, je pense. Donc, on est parti. Moi, je vais regarder. J'ai sur mon deuxième écran la conversation, conversation streaming. Donc, si vous avez des questions, vous posez tout ça dans ce salon. Ok, eh bien, commençons. Donc, petit rappel du coup du projet et des informations qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va faire un petit projet de prise de notes slash to-do list, comme vous avez pu déjà voir sur le workplace. Ça va être très simple, un input, un bouton. Quand on envoie le formulaire, au lieu de faire un envoi de formulaire classique, ça rajoute la note qu'on a mis dans l'input, dans une liste qui n'est pas rangée. Tout simple. Et du coup, pour ça, ça semble très simple, mais on va voir deux notions JavaScript qui sont les variables et les fonctions, ainsi que les API du navigateur. Et ça, c'est un sujet un peu plus complexe. Je ne sais même pas. Alors, petite question, première question. Est-ce que vous savez ce que c'est une API? Est-ce que vous savez ce que c'est le DOM? Ok. Donc, étant donné qu'il y a au moins une personne à chaque fois qui ne connaît pas, le DOM, on va commencer par ça. Donc le DOM, c'est une représentation de votre page HTML accessible via JavaScript dans ce cas-là. C'est Document Object Model. Donc toute notre page sera représentée dans une sorte de grand arbre euh, qu'on va pouvoir accéder via le JavaScript. Et du coup, on va pouvoir modifier cet arbre. Comme, hop, on l'a mis ici. Donc le DOM, on va pouvoir rajouter des éléments. Donc quand je parle d'éléments, je parle de tags HTML. On va pouvoir en rajouter, on va pouvoir en enlever, on va pouvoir en créer des nouveaux pour les rajouter. On va pouvoir les modifier et on va pouvoir... c'est tout. Tout ça grâce à la, entre guillemets, magie du JavaScript. Donc si je donne un exemple, si vous ouvrez votre, euh, votre inspecteur et en... je ne sais plus savoir comment ça s'appelle, et tous les outils développeurs, il y a Inspector que vous avez déjà souvent dû utiliser. Il y a aussi la console. La console, ça permet de voir ce que le JavaScript de la page renvoie, mais ça peut aussi permettre de rentrer du JavaScript pour pouvoir tester certaines choses. Alors je vais zoomer pour que tout le monde puisse bien voir. Donc pour accéder à ce DOM, on va passer par une variable. Alors vous ne savez pas forcément ce que ça veut dire, mais on verra justement ça juste après, qui s'appelle document. Document. Donc vous pouvez taper document et là on accède comme il le marque juste en dessous.
ce qui est en dessous avec la flèche, c'est ce que ma ligne juste en haut est censée renvoyer. Donc là, il renvoie HTML document. Donc ça va être tout le document HTML. Mais dans ce document, donc dans le DOM, on peut faire des recherches. Par exemple, je vais pouvoir rechercher mon titre qui est juste ici, introduction JS. Pour ce faire point query selector et après entre guillemets, donc on ouvre les parenthèses et entre guillemets on met un sélecteur CSS classique. Donc par exemple on peut sélectionner le tag HTML H1, hop, et là il renvoie, on peut le voir dans la chute en dessous, et en plus ça l'affiche quand on met notre souris dessus, qu'on a bien sélectionné notre tag H1. Et là où le document object model fait tout son sens, c'est qu'on n'a pas juste cette petite balise H1. Quand on appuie sur la flèche juste à côté, on peut ouvrir et là, hop, on a plein d'informations. Et toutes ces informations vont nous être utiles car on peut les modifier et on peut en enlever, on peut en rajouter. Par exemple, dans toutes ces informations, on va avoir une information text content. Alors, je ne sais pas si on peut rechercher là. Non, je crois que ça n'a pas marché. Donc je vais rechercher à la main. Text content. Et bah, c'était à la fin. Et là on voit que dans text content, on a introduction JS. Et ça on peut le modifier. On va le tester tout de suite. Si du coup j'écris autre chose, juste en dessous, je peux écrire. Je vais réécrire ce que j'ai fait juste avant. Hop, donc j'ai juste appuyé sur ma flèche de mon clavier en haut. Comme ça m'a remis ce que j'ai écrit juste avant. Et après je peux faire un autre point, text content, et lui mettre n'importe quoi dedans. Donc, je peux faire égal à bonjour tout le monde. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises et que j'exécute ça, le texte à gauche, juste là, va changer. Voilà, ça a changé. Donc c'est ça qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire notre petit projet de to-do list. Est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions? Ok. Personne, enfin par mail, presque personne ne répond, donc j'ai l'impression que c'est bien. Ok. API du coup. Ah non, Greg. Dis-nous tout. D'accord, Greg se fiche de notre tête. Ok, super nickel. Ah, 2 secondes, il y a... Ok, parfait, eh bien, génial Aurore. Donc Chaplin est avec nous, oui. Donc tout le monde est présent, c'est cool. Est-ce que tu as suivi en vocal éventuellement jusqu'à là? Tu peux parler dans conversation streaming, Aurore. Donc aussi tout à l'heure je vous parlais de DOM, donc c'est ce que je viens de montrer, et de API. Donc API, ça va être Application Programming Interface, donc une interface afin de pouvoir programmer. Par exemple, si on utilise ouais, non, je ne vais pas vous dire une librairie externe parce que vu que vous ne connaissez pas JavaScript, vous ne connaissez pas encore. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, peut-être si vous avez déjà codé avec d'autres langages, c'est qu'on peut utiliser des outils préfaits par d'autres personnes dans notre code. Sauf que pour les utiliser, il faut quand même une interface, il faut travailler avec des outils JavaScript, et ça, c'est décidé par celui qui a créé la librairie. Et cette interface change en fonction de toutes les librairies. Je crois que c'est un peu compliqué ce que j'ai dit, vu que vous ne connaissez pas du tout cet écosystème. Donc peut-être qu'on va faire quelque chose de plus concret. Par exemple, ce qu'on vient de voir avec le DOM, eh bien, le fait de rechercher avec Query Selector, c'est les créateurs de navigateurs qui ont décidé, et donc ça c'est une interface de programmation, donc on peut parler d'API, c'est une API dans le navigateur. Sachant que donc c'est pas en soi, c'est pas du JavaScript, c'est pas intégré dans le corps du langage. Ça c'est un truc qui nous est donné par le navigateur pour pouvoir changer les tags HTML, les éléments qui sont à l'intérieur. Mais si par exemple on exécute du JavaScript
côté serveur avec Node.js, peut-être que vous en avez déjà entendu, et théoriquement, si vous faites le même parcours que moi, après il y a des projets qui utilisent Node.js. Et bien, avec Node.js, du coup, ce document là, avec tous les query selectors, etc., il ne sera pas utilisable. C'est logique, vu qu'il n'y a pas de représentation du DOM côté serveur. Ok, alors à chaque fois, s'il y a un problème, hein, surtout, je vais peut-être enchaîner pour pas perdre trop de temps, mais s'il y a un problème, vous me le dites par message. Donc, on va commencer à écrire notre JavaScript. Parce que là, j'ai parlé du coup du DOM, j'ai pas parlé des événements DOM, mais j'ai parlé du DOM et des API, mais aussi, on va parler du JavaScript pur. Et ça, le JavaScript pur, si on peut appeler, si on peut appeler ça comme ça, c'est disponible de la même manière sur un navigateur que sur Node.js. Excusez-moi, quelqu'un vient de m'envoyer un message. J'ai pas accès au micro ni au texte. D'accord, Jérémy, est-ce que tu vois l'image? Est-ce que tu m'entends? Le texte, c'est juste un salon, le salon juste au-dessus de l'audio, donc normalement c'est bon. Ok, alors je suis désolé, mais je vais pas perdre trop de temps. Éventuellement, euh, t'as pas la permission, pourquoi? Si tu vois, c'est bon. Ah, d'écrire. Ah oui, il faut que je mette il faut que je mette le... Jérémy. Il faut juste que je te rajoute le rôle. C'est bon, tu peux écrire. Ok. Donc on va parler du JavaScript. Le vrai JavaScript, des variables et des fonctions. Ok. Donc ça, vous connaissez. C'est une page HTML. Vous avez déjà dû en faire une ou plusieurs. Pour ceux qui viennent d'arriver. Enfin, en fonction de votre ancienneté. Pour écrire du JavaScript, on fait une balise JavaScript. Tout simple. Et tout ce qu'il y aura à l'intérieur, ça sera considéré comme du JavaScript et non pas comme du HTML classique. On peut aussi écrire du JavaScript dans un fichier extérieur, comme on a pu le faire avec du CSS. On peut l'écrire à l'intérieur avec une balise style, mais aussi à l'extérieur en faisant référence, en usant référence. Pour l'instant, on va écrire le script, quoique, aussi, on va écrire le script à l'intérieur du navigateur. Première chose, alors du coup, vous allez peut-être un petit peu décompensé parce que c'est plus la même logique que le HTML. Jusqu'ici, c'était une représentation des données et après que le CSS, on stylisait tout ça. Par contre, ouais Augustin, je suis d'accord, il faut pas le faire à l'intérieur si on peut, mais pour l'apprentissage, ça devrait aller. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, donc ça peut un peu vous dérouter, c'est pas du tout la même écriture, là on est vraiment dans de la programmation un peu plus classique, si je peux dire ça comme ça. Ok, pas de problème. Donc, commençons par écrire la base de tout programme. On va écrire quelque chose dans la console du navigateur. Donc la console du navigateur, c'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure, juste ici. Hop, je peux la clear. Et donc on va essayer d'afficher quelque chose là-dedans quand notre page s'affiche. Donc par exemple, on peut dire le JavaScript s'exécute. Pour ce faire, on va écrire console.log. On ouvre les parenthèses comme tout à l'heure, on ouvre les guillemets et on peut écrire quelque chose comme Hello World. On sauvegarde, on retourne ici et là qu'est-ce qu'on observe? Hello World. Faites pas attention à l'erreur qui est juste en dessous. Je peux même l'enlever. C'est pas magique. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour le faire. En attendant, je réfléchis à ce qu'on va faire juste après. Si, du coup, le code qu'on vient d'exécuter juste ici, on peut aussi l'exécuter comme tout à l'heure, directement dans cette console. Hop. Et ça fera la même chose. Juste en dessous, ça renvoie ce que je vais écrire. Et après, là c'est undefined parce que le console.log ne renvoie rien. Certaines commandes renvoient des choses qu'on peut utiliser juste après. Là, elle ne renvoie rien, du coup il écrit undefined, donc c'est indéfini. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on veut faire? Comment faire si on veut que ce hello world soit changeable assez facilement?
première étape, on va le mettre dans une variable. Qu'est-ce que c'est les variables? Les variables, ce sont des espaces où on peut stocker des choses. Donc ces choses, ça peut être des chaînes de caractères, ça peut être des nombres, ça peut être des listes, ça peut être des objets. Alors liste, objet, c'est un peu compliqué à comprendre pour l'instant, mais vous verrez par la suite que c'est pas si complexe que ça. Donc pour mettre une variable, on met le mot-clé var, et ensuite on fait égal ce qu'on veut mettre dedans. Excusez-moi, on donne d'abord un nom à la variable. Donc par exemple, variable 1. Et ensuite, on met ce qu'on veut mettre dedans. On fait égal, et là par exemple, du texte. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de mettre ça, donc une chaîne de caractères contenant texte, dans la variable 1. Et comme ça, on peut mettre plein de variables. Variable texte affiché est égal à hello world par exemple. L'avantage de ces variables, c'est qu'après on peut les réutiliser. Donc là, au lieu de hello world, je peux afficher le contenu de cette variable par exemple. Hop, je vais enlever celle qui est juste au-dessus. Et on va mettre un truc différent que hello world, sinon on va pas pouvoir voir la différence. Donc hello world 2. Je répondrai Olive à ta question juste après. Hello world 2. Et ensuite on peut enlever ce qu'il y a ici. Fait texte affiché sans accent. Et on enlève les guillemets, car sinon ça va rester une chaîne de caractères. Et on sauvegarde. Et on a notre Hello World 2. Tout marche. Donc le contenu de cette variable est allé ici. Donc c'est comme si on mettait ça ici. Et ensuite s'affichait. Hop. Voilà, donc c'est une logique ligne par ligne. Il faut lire ligne par ligne, même si JavaScript, on le verra après, est un petit peu taquin sur le ligne par ligne et un petit peu différent des autres langages sur ce point-là. Donc on lit ligne par ligne pour commencer. On met hello world 2 dans cette variable, puis on utilise cette variable et on l'affiche. Je vais noter deux choses. En JavaScript, on peut mettre des points-virgules. Ça peut être utile, c'est utile dans certains cas, c'est pas obligatoire. Personnellement, j'en mets pas. Donc j'ai des questions sur var, let et const. Pourquoi ces questions? Parce que dans les JavaScript modernes, on n'utilise presque plus jamais le petit mot-clé qui est devant var. On utilisera plus let, L-E-T, ou const. La différence entre var et let est très subtile. C'est une histoire de scope et on ne va pas en parler pour l'instant à notre niveau. Pour ce qui est de var et const ou let et const, la différence est que const, c'est une constante. Donc par exemple, une constante, la vitesse de la lumière. Donc on pourrait mettre un nombre, vitesse de la lumière, hop, vitesse de la lumière. Je sais que c'est pas la vraie vitesse de la lumière, on s'en fiche. Vu que c'est une constante, on ne pourra pas le changer, sinon ça va nous mettre une erreur. Je peux essayer. Si je fais vitesse de la lumière est égale à 0, normalement, si je vais dans mon browser, il va me mettre une erreur. Hop, voilà, j'ai une erreur. Il me dit que je ne peux pas assigner toConst vitesse de la lumière parce que c'est une constante. Donc on ne peut pas changer le contenu de la variable. On va pas s'embêter avec ça pour l'instant. On va juste utiliser des var partout. Par contre, ça permet de voir en effet que on peut, quand c'est une var, donc là j'y retourne, j'ai pas sauvegardé. Si, j'ai sauvegardé, parce que texte affiché n'est pas, hop, c'est pas grave, je commente. Et là du coup il n'y a pas d'erreur, parce que c'est une variable, et qu'on peut changer le contenu d'une variable. Une fois que la variable est initialisée, donc on l'a créée une première fois, il n'y a pas besoin de remettre var là devant. On peut juste mettre le nom de la variable et lui faire des choses. Donc là par exemple on l'a mis autre chose, donc ça c'est enlevé. Hop, on peut afficher vitesse de la lumière. Voilà, donc c'est 0 parce que ce qu'on a mis de base c'est enlevé, on s'en fiche. Cyril, quelle est ta question? On peut, on doit quoi?
on doit utiliser const. Le point. Ah, le point virgule. Alors le point virgule, on peut le mettre. Là, je le mets pas. Si tu le mets pas, en fait, le point virgule, normalement, c'est pour différencier deux commandes. Donc par exemple, si je mets tout sur une même ligne et que je mets un point virgule, ça va marcher. Mais si tu fais un retour à la ligne, il va considérer qu'il y a un point virgule, ou en tout cas que tu changes de commande. Donc tu peux l'enlever. En passant, j'en ai mis un juste ici, il sert à rien du tout, c'est juste que VS Code, je ne sais pas pourquoi, affiche mal la coloration syntaxique si je ne le mets pas. Du coup, je le mets. Ok, jusqu'à là, est-ce qu'on a des questions? J'ai l'impression que non. Parfait. Est-ce que je vais assez lentement pour que vous puissiez voir de votre côté? Ok. Ok, parfait. Donc maintenant, on va mélanger ces deux notions qu'on a vues. Donc, prendre un élément du DOM et les variables. Et on va mettre un élément du DOM dans une variable. C'est pas fou ça? Donc, pour ce faire, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va faire document pour accéder au DOM. Et on va faire query selector. On ouvre les parenthèses, on ouvre les guillemets et on met un sélecteur CSS, comme tout à l'heure. Là, secteur CSS, très simple, on va juste prendre le tag H1. Il n'y en a qu'un, ça pose pas de problème. D'ailleurs, s'il y avait plusieurs tags H1 avec du texte différent, ça ne sélectionnerait que le premier. Pour sélectionner plusieurs tags H1, il faudrait faire query selector all. Mais là, on ne veut pas ça. Hop, donc on prend juste le premier tag H1. Et comme ça, si on fait ça, bah, le problème c'est que il part dans le vide, ce tag. Après que tu as fait cette commande, il ne peut pas être utilisé. Donc, on va le stocker dans une variable. Et oui, parce qu'on peut tout stocker. Je vous le dis tout à l'heure. Et ça, c'est en gros, ça c'est un objet JavaScript pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, on peut le mettre dans une variable. Donc, var, on va mettre h1 ou plutôt title ELT pour element. Et document query selector h1. Ensuite, on va console log notre title element, notre title element, et là si on retourne sur le browser, ça va faire, sur le navigateur, ça va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure, ça va afficher notre petit tag. Voilà, notre petit tag est affiché. Donc j'ai pas à recharger la page, c'est grâce à Live Server. Et donc comme tout à l'heure, on a toutes les informations qui sont à l'intérieur qu'on va pouvoir utiliser. Par exemple, si je veux afficher non pas ce tag, mais le contenu, je vais afficher le contenu de mon H1, eh bien je peux afficher title element point text content, donc le contenu textuel. Et là, dans ma console, il y a écrit introduction JS, parce que c'est ce qui est écrit ici. Donc si je change, ça va changer ici. Faites pas attention à ce qu'il y a juste ici, en dessous, c'est pas grave. C'est pas lié au JavaScript. Voilà, on a fait notre mélange avec nos variables et notre document query selector. Je peux afficher ça, après je peux faire des changements. On peut faire title element .text content. Hop, je peux le changer et je vais écrire hello world comme j'aime bien l'écrire. Et après je peux réafficher dans la console le contenu de text content. Donc là, pour réfléchir, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire sur la page et qu'est-ce que ça va afficher dans la console? Essayez de réfléchir un petit peu. Est-ce que ça va afficher, est-ce que ça va faire vraiment le changement? Est-ce qu'il va y avoir écrit Hello World? Est-ce que ça va écrire deux fois Hello World? Est-ce qu'il y aura écrit introduction JS puis Hello World dans la console? Donc la réponse est juste là. Hop, si on recharge, le JavaScript s'exécute très rapidement. Du coup, on ne voit même pas le texte initial qu'il y avait dans le H1. Et donc, on voit directement Hello World sans passer par introduction JS. Par contre, même si nous, on ne le voit pas, il est bien passé par cette étape. Et du coup, il peut l'écrire ici. Ensuite, ça a changé. Et ensuite, je vais demander de le réécrire. Hop. On va mettre à côté. Donc,
Hop, si on recharge. Donc il a sélectionné très rapidement, il a affiché le contenu qui est introduction.js, il a changé le texte qui est à l'intérieur, donc c'est ce qu'on voit, et il a réaffiché le texte qui est à l'intérieur, donc il a réécrit dans la console. Ça va pour tout le monde? Je pense que ça peut en oui. Et oui, c'est oui. Ok, on va faire une séparation entre notre JavaScript et notre HTML en mettant notre JavaScript à l'extérieur. Pour ce faire, rien de plus simple, on crée un nouveau fichier que je vais appeler script.js, mais que vous pouvez appeler n'importe comment. Et on va y faire référence depuis notre HTML. Donc je vais prendre tout ce qu'on a écrit juste là, j'enlève la balise script. Hop, je vais coller tout ce que j'ai écrit dans script.js. Ensuite, je vais y faire référence en faisant non pas link, mais script, et lui rajouter une source. Hop, script, source, script.js. Et là, si on revient sur le navigateur, même en rechargeant, ça fait exactement la même chose. Car tout ce que j'ai fait, c'est le mettre dans un autre fichier. On peut aussi mettre la balise dans le head, mais du coup, si on a un gros fichier JavaScript, le problème de le mettre avant tout le HTML, c'est qu'il va d'abord télécharger le gros fichier JavaScript et après il va nous afficher notre HTML. Et donc ça peut ralentir la page dans certains cas. C'est pour ça que peut-être vous en avez entendu parler, par exemple les scripts Google Analytics, pour pouvoir avoir Google Analytics tout simplement, eh bien ils ralentissent un petit peu la page de chargement. Donc c'est un choix à faire parfois entre une page rapide et des analytics. Une des solutions, si on veut mettre notre script dans le head, ou même pour optimiser tout ça, c'est de mettre un petit argument défaire. Et dans ce cas-là, il ne va pas télécharger et exécuter le JavaScript en premier, il va attendre que la page soit chargée, donc c'est comme si on l'avait mis après, c'est comme si on l'avait mis ici. Et en plus, il y a quelques optimisations, je ne me rappelle plus des détails, mais en tout cas je sais que c'est une bonne pratique et ça vous rendra votre script un peu plus rapide. Voilà. Les fonctions JavaScript. Hop. Si là on voit qu'on a répétition. On voit qu'on a répétition entre nos deux consoles log par exemple. Donc là c'est des répétitions très faibles, mais il peut y avoir des répétitions plus grosses parfois. Et les fonctions, ce qu'on va voir juste là, peuvent être utilisées pour régler ce problème. On va créer une nouvelle fonction avant tout le reste. Pour ce faire, il va juste écrire function, non pas fonction. Et on va nommer notre fonction. Donc function, c'est un peu comme le mot-clé var. On dit que c'est une fonction, après on le nomme. Par exemple, afficher dans la console. C'est très verbeux, très long, mais au moins c'est clair pour apprendre. Des petites parenthèses, accolade, et on ouvre. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une fonction qui se nomme afficher dans la console. Ça, à l'intérieur, on va pouvoir mettre nos arguments. Et là, ça va être le script qui va être exécuté par la suite. Par exemple, si je mets console.log pour afficher du texte. D'ailleurs, à chaque fois, il affiche text content. Vous savez quoi? On va directement mettre ça là. Hop. On affiche directement le text content de title element. Du coup, on remplace les deux lignes qui étaient là par afficher dans la console. Même afficher title text content dans la console. Youp. Alors là, c'est un nom très long et les parenthèses. Un nom très long, c'est très déconseillé de faire ça. C'est en plus conseillé de le mettre en anglais. Mais pour apprendre, ça sera bien. Et donc, à chaque fois que nos lignes, donc l'ordinateur lit, enfin plutôt le navigateur lit, hop, 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 comme ça. Et donc là, il va arriver ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de rien faire, vu que ça correspond à rien normalement, il va aller voir dans la fonction qu'on a déclarée juste avant,
et il va exécuter le code à l'intérieur de la fonction. Ce code, il peut être sur plusieurs lignes, il n'y a pas de problème. Je peux faire oh, voilà, ça sera un long code. Donc à chaque fois qu'il va rencontrer cette ligne, il va afficher plein de fois le text content de title element. Donc si on enregistre ça et qu'on retourne sur le browser, j'ai du mal à écrire ma fonction. Hop. Ah bah oui, puisque je l'ai renommé après. Hop, donc c'est pas grave, je corrige ça. Et voilà, il écrit plein de fois. Ok, est-ce que vous avez compris les fonctions? Nickel. Il n'y a pas de non, il y a un oui. Donc je considère que tout le monde est ok. Hop, hop. Et bien, je pense qu'on va pouvoir passer au concret et faire notre petit TP. Maintenant que vous avez les bases. Je ne comprends d'où sort une phrase. Tu ne comprends pas, j'imagine? Vas-y, Greg, exprime-toi. Alors, afficher title context, enfin, tout le grand nom de la fonction, il est là parce que je l'ai créé juste avant. Tout simplement. Mais je peux juste show title text content. Hop, voilà, c'est un petit peu plus petit, ça fait la même chose. C'est moi qui décide en fait qu'est-ce que je mets, comment je nomme ma fonction. Ok, parfait. Ok, bah maintenant on va passer à notre petit TP. J'ai l'habitude de dire que c'est en faisant qu'on apprend, et donc c'est en faisant un projet concret que ça va être plus clair pour vous, je pense. Donc, afin d'arriver à l'objectif qui est juste là, de faire une petite to-do list. On va commencer par écrire le HTML qui va être extrêmement simple, vous pouvez le faire de votre côté. Excusez-moi, je confirme. Ok. Donc, notre HTML, ça va être juste un petit formulaire. Normalement, pas trop de problème de ce côté-là. Sauf pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je crois savoir qu'il y en a certains. Donc, forme, on va pas mettre d'action parce qu'on n'en a pas besoin, vu qu'on va le gérer avec le JavaScript. À l'intérieur du formulaire, on va mettre un petit input de type texte, c'est très bien. Et juste en dessous, on va mettre un petit button. Non, je vais préférer un input submit plutôt. Qui fait la même chose, hein. C'est exactement. Hop, input submit. Avec ajouter une note. Et là, normalement, hop là. Voilà. On a un petit formulaire. Et on va aussi préparer le terrain pour notre liste. Donc une UL, une ordonnée liste. Et on va mettre un LI pour vérifier que ça marche bien. Donc list element. Ok, tout marche bien, notre HTML est calé. On va juste rajouter des petites classes pour pouvoir après sélectionner les éléments avec le JavaScript. Classe form. Ici une classe form input. Classe form, pardon, submit. Et classe note. Hop. Alors, excusez-moi. Je vais afficher les choses de mon côté pour être sûr de ne pas me tromper. Ok, parfait. Ok. Donc, maintenant qu'on est là, on va commencer notre projet. Première étape du projet, ça, on va essayer de lire le contenu de notre input
Et lorsque on appuie sur le bouton ou qu'on soumet le formulaire, donc par exemple si on appuie sur Entrée, eh bien ça va nous l'afficher dans notre console. Voilà, ça va être la première étape. Pour ce faire, du coup on va dans le JavaScript. Comme tout à l'heure, on va sélectionner du coup les éléments dont on a besoin. Premier élément, ça va être l'input, étant donné qu'on va devoir lire la valeur qu'il y a à l'intérieur. Donc, input element, qui est le nom de ma variable, qui va être égal à document.querySelector pour sélectionner une tag name. Et à l'intérieur de ce querySelector, on va rechercher la classe form-input. Hop là. Et pour vérifier qu'on a bien pris le bon élément, on va l'afficher dans la console. Input element. Hop, on regarde, et là, ça marche très bien, on a bien sélectionné notre input element. Seconde étape, on va vouloir savoir, on va vouloir récupérer le contenu de notre input dans JavaScript. Comment, nom de Dieu, est-ce qu'on fait ça? Eh bien, comme textContent, il y a d'autres variables dans l'élément qu'on peut utiliser. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on a toute une liste ici. Nous, ce qu'on va rechercher, donc vous pouvez regarder par vous-même si vous ne savez pas, ce qu'on va chercher, c'est un attribut value. Value qui devrait être vers la fin, qui est juste là, voilà. Et notre value, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on a le contenu de notre input. Donc ça, c'est génial, c'est ce qu'on veut. Hop, on va créer une nouvelle variable. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette variable? Plutôt la note, voilà. La note. Et cette note, du coup, on la récupère de input element.value. Pour vérifier qu'on l'a bien récupéré, on va l'afficher dans la console. Non, on va pas afficher la console parce que ça ne va pas marcher, je pense. Ah si, c'est bon, ça a marché. Ok. Et voilà, ça s'affiche. Peut-être que de votre côté, ça ne s'affiche pas. Pourquoi? S'il n'y a rien dans l'input que vous rechargez, voilà, ça met empty string parce qu'il n'y a rien du tout. Et quand on écrit quelque chose dedans, le JavaScript est déjà exécuté, c'est terminé, du coup il ne va pas réafficher quelque chose. Mais vous pouvez recharger la page et là, c'est bien écrit. Donc ça c'est nickel. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, je regarde. Jérémy ralentit un petit peu. Ok, Jérémy, est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as été perdu? Et qu'est-ce que tu veux que je réexplique? Pour les tirer, Augustin, c'est juste, la convention BEM que j'ai utilisée, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez nommer vos classes comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, ça c'est juste le HTML. Après, il faut que, malgré que vous avez changé votre HTML, il faut pouvoir récupérer la classe dans votre JavaScript. Donc ça sera différent. Ok Jérémy, alors on va pas quand même aller trop lentement, parce que je ne sais pas si tout le monde tape en même temps que moi. Faut surtout essayer de comprendre, mais c'est vrai que c'est important de tester à côté. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux faire des petits quiz? Comment est-ce que je pourrais faire ça? Ça laisserait autant à ceux qui veulent écrire d'écrire, et aux autres de répondre au quiz. Je sais pas. Si vous avez des idées comment faire ça, je suis preneur. Continuons. Maintenant, Rilo, tu as raison, je vais faire ça tout de suite. Hop, voilà. On a mon écran séparé en deux. Je sais pas si c'est plus clair, j'espère. Du coup, le HTML est un petit peu coupé. Peut-être que si je mets en dessous, ça sera mieux. Je vais peut-être faire l'inverse. Hop là. Comme ça.
Ok, c'est bien comme ça. Pour le problème empty string, alors, du coup, tout à l'heure j'ai expliqué, si l'input est vide et que tu recharges, écrit empty string. Parce que, eh ben, en effet, la value, il n'y a rien du tout, vu que l'input est vide. Et que le JavaScript a terminé d'être exécuté, c'est fini. Mais si tu mets quelque chose dans l'input et que tu recharges la page, étant donné que ce quelque chose qui est dans l'input reste, eh bien, le JavaScript peut le lire. Hop. Ok. Et justement, on va régler ce problème tout de suite. Parce que jusque-là, le JavaScript s'exécute tout de suite quand on recharge la page. Mais nous, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il s'exécute, en tout cas une partie s'exécute uniquement lorsqu'on soumet le formulaire. Et pour savoir, avec le JavaScript, quand est-ce qu'on soumet le formulaire, il va falloir rajouter un écouteur d'événements. Et on va écouter l'événement submit. Pour ce faire, on va prendre l'élément formulaire, parce que c'est lui qui a l'événement submit dessus, donc envoi du formulaire. Donc pour commencer, on va prendre l'élément formulaire, on va mettre l'élément formulaire dans une variable. Donc form element est égal à document.querySelector, on ne change pas une équipe qui gagne, et on sélectionne le form. Dans mon cas, c'est .form. Si vous avez mis autre chose dans votre HTML, ça pourrait être autre chose. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser notre variable et rajouter dessus un écouteur d'événements. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire .add event listener. Donc on ajoute un écouteur d'événements. Et là, ça va être le bazar. On met des parenthèses, comme d'habitude. Dans, entre guillemets, on met le nom de l'événement. Donc il y a un tas d'événements. Vous pouvez rechercher sur mdm event listener JS. Il y a un tas d'événements. Là, on va juste utiliser ceux qui sont là. Enfin, ceux qu'on a besoin et que je connais déjà. Mais vous pourrez rechercher tout ça après si vous avez envie. Hop. Donc l'événement, ça va être submit. Mais il peut y avoir des événements click, par exemple. Ou mousse leave, mousse down, tout ça. Il y a plein d'événements. Là, on veut l'événement submit. Et ensuite, ça va être le bazar. On va mettre le nom d'une fonction. Et cette fonction sera exécutée quand on fera submit. Quand il y aura l'événement submit sur le form element. Ok, on va faire ça. Donc là, ça va être log value. Log input value. On va créer une fonction. Fonction log input value. Les parenthèses. On ouvre les guillemets. Et on va mettre ce qu'on a écrit tout à l'heure dans la fonction. Hop. Cette fonction, du coup, prend la valeur de l'input, le met dans note, puis affiche la note. Hop. Donc, pour résumer, ce que JavaScript fera, dans les premières lignes, il prend nos deux éléments, input et formulaire. Il les met dans des variables. Puis, on crée une variable, on crée une fonction qui va permettre de console.logger la note qu'il y a dans notre input. Puis, on ajoute un écouteur d'événements sur submit qui appellera la fonction et donc qui exécutera ce code. Donc, quand on va recharger la page, normalement, il n'y a rien qui va s'afficher. Hop, on recharge et là, il n'y a rien qui s'affiche, sauf l'erreur qu'on a depuis le début qui n'est pas importante. Mais, si on appuie sur le bouton, ok, j'ai oublié quelque chose. Pourquoi ça fait ça? Parce que le comportement par défaut des formulaires, c'est d'aller sur une page cible avec le target qu'il y a dans le formulaire. Ici, on n'en a pas mis. Étant donné qu'on n'en a pas mis, il s'appelle lui-même, donc il recharge la page. Il va falloir enlever
cette action par défaut, parce qu'on n'en veut pas. Pour ce faire, il va falloir mettre dans la fonction qu'on exécute lors de l'événement, il va prendre un attribut event. Alors, un attribut qu'il y a dans les parenthèses, c'est une variable qui est donnée à la fonction. Dans ce cas-là, c'est donné grâce à l'event listener. C'est un petit peu plus complexe à comprendre, je peux l'entendre. Et l'avantage de cette variable, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour enlever le comportement par défaut des navigateurs. Attribut ou paramètres. C'est une bonne question. Là, honnêtement, je ne saurais pas te dire. Paramètres de la fonction ou attribut de la fonction. T'as peut-être raison, c'est peut-être plus paramètres. T'as sûrement raison, ça doit être paramètres. Paramètres de la fonction. Donc, sur notre paramètre event, on va pouvoir lui demander d'enlever le comportement par défaut. Donc on fait event.prevent default des parenthèses. Cette ligne va nous permettre d'enlever le comportement par défaut. Du coup, normalement, ça marche. Si j'ai pas fait d'autres bêtises. Hop, j'appuie sur le bouton, ça s'affiche. Si je change le contenu avec Hello World, j'appuie sur le bouton, ça l'affiche. Étant donné qu'on n'a pas mis l'événement sur clic du bouton, mais sur le submit du formulaire, si je fais entrer pour submit le formulaire, ça va aussi l'afficher dans la console. Là, ça ne l'affiche pas plusieurs fois, ça augmente juste le nombre qu'il y a ici pour dire que la même chose s'est exécutée plusieurs fois. Et si j'enlève ça dans la console et que je fais entrer, hop, voilà, ça s'affiche bien. Ok, donc là on a vu un gros morceau. Est-ce que cette histoire d'écouteur d'événements, ça va? Alors je ne sais pas si je vous ai tué ou si ça va. Je n'ai pas tué Augustin. C'est nickel. Bon, bah on a au moins un vivant, donc c'est bien. Ok. Un peu des deux. Ouais. C'est beaucoup d'informations en même temps, donc c'est évident que si demain vous retournez sur un projet, vous faites allez c'est parti en JavaScript, qu'est-ce qu'il a dit, les événements, les machins, vous allez oublier la moitié des choses et c'est tout à fait normal. Ce n'est qu'une introduction, vous allez revoir ça, mais justement, quand vous allez revoir ça, vous allez faire ça me dit quelque chose, là on en a déjà parlé avec Mathis. Bref, du coup, continuons. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant qu'on a notre value de l'input, donc dans ce cas-là, hello world, il va falloir le mettre dans notre liste. Ok, faisons ça du coup. On va changer le nom de la variable. On ne veut pas log l'input value, on veut afficher, ajouter une note. Donc, add note. Ok, bon pour l'instant c'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il fera après. Donc, dans notre fonction, pour l'instant, hop, je vais afficher en plus grand JavaScript. Le HTML, ça fait longtemps que on n'est plus dessus. Si ça vous dérange, dites-le. Donc dans notre fonction, pour l'instant, on récupère la note. Maintenant, il va falloir créer un élément li, puis le mettre dans notre liste ul. D'accord? Bien, faisons ça. On crée une nouvelle variable, var li element. Sauf que là, on ne peut pas le rechercher dans le HTML parce que ça n'existe pas. J'en ai mis une en effet, mais nous on ne veut pas prendre celle qui existe déjà, on veut en ajouter une autre. Donc il va falloir créer un nouvel élément depuis rien, ou plutôt depuis le JavaScript. Pour ce faire, on fait document, donc tout ce qui nous permet de manipuler le DOM, puis au lieu de query selector, faire create element. Ça va, c'est pas des noms non plus, ils n'ont pas essayé de vous piéger. Les fameuses parenthèses, les guillemets, et on met li. Parce que le premier paramètre de create element,
c'est le nom du tag HTML. Donc là, on veut créer un tag HTML LI, donc on lui donne LI. Fabuleux, on a créé un élément. Essayons maintenant de mettre cet élément dans notre liste. Pour ce faire, il va falloir prendre la liste dans JavaScript et lui dire qu'on rajoute le LI dans cette liste. Ok, eh bien faisons ça. Donc on va prendre l'élément depuis le JavaScript, on va le faire en même temps que tous les autres à l'extérieur de notre fonction. Variable, donc là ça va être, je sais plus, je l'ai nommé note, on va mettre ul element parce que c'est la liste qu'on veut prendre. Et c'est document.querySelector .note. Je vais le nommer comme ça si je ne me trompe pas. Oui, avec un S. Note. Hop. Et là, on a récupéré notre liste. Excusez-moi, c'est un petit peu de bruit en bas, mes petites sœurs viennent d'arriver. Ok, on a notre liste. Donc maintenant, rajoutons notre LI dans notre liste. Pour ce faire, ul element.append shield. Donc on ajoute un enfant, et l'enfant, ça va être LI element. Donc notre variable qui contient notre tag LI. Et donc si on fait ça, si on appuie sur le bouton, hop, on voit qu'il y a un LI qui vient de se mettre. Il est vide, mais il est bien là. Donc si on appuie plusieurs fois, eh bien, on a plein de LI vides. C'est super, on a réussi à ajouter un élément. Excusez-moi, je vais faire une pause 2 secondes, ça va vous permettre de compléter éventuellement votre VS Code. Je reviens tout de suite. Hop. On se calme, là je suis encore en stream, faire moins de bruit. Bande de malades. Ok, excusez-moi. Vous n'êtes toujours pas mort? Si oui, c'est super. Sinon, dommage pour vous. Continuons. Donc on a réussi à rajouter plein de lits. Ouais. Mais c'est un peu toujours nul. Merci Rose pour ta réponse. C'est nul parce que ça n'affiche pas de notes et nous c'est ce qu'on veut. Donc on va rajouter le value dedans. Pour ce faire, c'est comme tout à l'heure, on va utiliser le text content. Donc le texte qui est à l'intérieur. Donc juste après avoir créé notre élément LI, on va lui rajouter un text content. LI. LIElement.textContent, il va être égal à note, parce que note c'est input.value. Et donc là, on lui a mis un texte intérieur. Hop, donc c'est bon. Théoriquement, si je fais ça, ça marche. Ouais, et donc on peut changer ça. Jean. Hop là, on va faire notre exemple. Mettre dormir, puis après coder, puis après manger. Et voilà, ça marche. C'est super, non? Alors, Kuro Samaki, je ne suis pas d'accord avec ton inner HTML que tu m'as envoyé par MP. Inner HTML, c'est plus dangereux. Parce que si on fait inner HTML, si dans le texte qu'on lui met à l'intérieur, il y a du HTML, et ben ça va le mettre. Sauf que ça peut poser des problèmes de sécurité. Alors que si on fait text content, ça va considérer que c'est une chaîne de caractères, et donc ça ne posera pas de problème de sécurité. Voilà. Hop, je remets VS Code. Je remets VS Code avec tout le script. Tu peux envoyer l'erreur Greg si tu veux.
Ah, tout le monde n'a pas réussi, c'est dommage. Alors là, Greg, je pense que ton sélecteur ne doit pas être bon. Peut-être que tu n'as même pas fait cette ligne-là qui permet de récupérer l'élément UL. Donc il faut bien que tu récupères l'élément UL, il faut que le nom de la classe soit la bonne, pas d'erreur dans le nommage de query selector, je sais pas, t'as mis peut-être un S à un endroit, un truc comme ça. Parce que là il considère que UL element, il n'existe pas, ou il n'a pas réussi à le trouver. Peut-être aussi que c'est un problème de ton HTML, que tu n'as pas mis le UL dans ton HTML, ou que tu l'as pas nommé de la bonne manière. Cyril, l'ajout de LI ne marche pas. Eh bien, je veux bien te croire. Est-ce qu'éventuellement tu peux envoyer ton code? Pour le reste, on va faire une dernière manipulation. C'est bon pour Ellie. Cyril, je reviens je reviens vers toi juste après. On finit juste le script, comme ça ceux qui veulent partir peuvent partir. Et puis ça sera bon. La dernière chose qu'on n'a pas fait, mais qui est sur le GIF que je vous avais envoyé au début, c'est que quand on ajoute une note, en faisant entrer ou en appuyant sur le bouton, et bien normalement ça là c'est censé s'enlever. On ne veut plus rien dedans pour pouvoir écrire une autre note, ou une note to do si vous voulez. Donc quand on rajoute la note, ce qu'il va falloir faire, juste après avoir append le lit element, et bien dans input element, on va enlever sa value. Hop, point value, qui va être égal à rien, enfin une chaîne de caractères vide. Pardon, excusez-moi. Et donc maintenant, quand on rajoute quelque chose, voilà, ça part. Hop, j'ai mal écrit dormir. On peut juste enlever le LI que j'ai mis de base. Et là, dormir, coder, manger. Et voilà, on a exactement le programme que je vous avais montré au début. Ok, bon bah voilà, c'est terminé. Cyril, je regarde ton code. Récupère la note, créer l'élément. Ok, alors c'est normal, tu as changé le nom de ta fonction, mais tu n'as pas changé l'appel dans ton add event listener. Du coup, il appelle une fonction qui n'existe pas. Là, ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici, dans ton code, c'est pas la même chose. Du coup, il peut pas faire le lien. Voilà, donc c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jérémy, pareil, si tu peux envoyer ton code, il n'y a pas de problème. Alors, tu prevent le default. Ok. Créer mon lit. Text date égale note. Note. Ok. Est-ce que tu as une erreur, Jérémy, dans ta console? Là, comme ça, en regardant rapidement, je ne vois pas. Ah si, query selector note. Quand tu as pris ton UL element, dans le query selector, tu n'as pas mis de point devant note. Du coup, tu sélectionnes pas la liste. Bah de rien, Greg. Je vais enlever du coup OBS, l'enregistrement, pour pas que ce soit trop long. Par la même occasion, je vais voir combien de temps ça. Oh, pardon. Combien de temps ça a duré. OBS, il est là. Donc ça a quand même duré presque 1 heure pile poil là. Nickel. Et bah YouTube, au revoir.